Mon hypersensibilité, j'ai été passer des tests pour voir si j'étais au potentiel, puisqu'à un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Je commence à faire des choses qui normalement ne seraient pas faisables. Enfin, moi, j'ai travaillé pour Paul Bocuse sans école hôtelière. Moi, je suis arrivé à des postes de directeur national pour des firmes de restauration. Je suis arrivé avec mes tatouages, en gilet tricoté, mon jean et mes Converse, pendant que les mecs, ils avaient des Costard Lanvin avec des Rolex Daytona au poignet. Et tu te dis, c'est pas parce que je suis en gilet tricoté, avec ma mèche sur le côté, que je suis plus con que toi, en fait. J'étais pas dans la norme, je m'en suis servi comme une force. Bienvenue sur l'éveil du TDAH. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Gaëtan Lebris, un homme au parcours atypique et passionnant. Gaëtan est une personne avec un haut potentiel et une hypersensibilité qui ont parfois compliqué sa vie, mais qui l'ont surtout rendu exceptionnel. Gaëtan a réussi à trouver sa place dans un monde qui ne comprend pas toujours les personnes atypiques, et il a développé des stratégies pour vivre pleinement avec son haut potentiel et son hypersensibilité. Je suis impatient de discuter avec lui pour qu'il nous partage ses réflexions, ses conseils et son expérience pour aider celles et ceux d'entre nous qui se reconnaissent dans cette description. En effet, mon objectif avec ces interviews est de mettre en avant le parcours de personnes atypiques avec un TDAH, un haut potentiel ou les deux. Je suis convaincu que les personnes neuroatypiques ont beaucoup à nous apprendre sur la façon de vivre avec ces particularités et comment les utiliser pour atteindre leurs objectifs. C'est quand même un élément important dans les prises de décision, sur les choix qui sont faits à certains moments, et puis les directions qui sont prises. Ça, on peut pas nier. Donc c'est très bien, je trouve, c'est super. Bah écoute, je suis content en tout cas d'en parler avec toi. Ouais, c'est cool. Alors, moi, personnellement, je t'ai connu par le biais, comme beaucoup, je pense, d'un reportage qui est sorti sur la plateforme Brutix. Ouais, tout à fait, avec French Viking. Un athlète que tu as préparé, car tu es préparateur physique et mental. Tu peux nous en dire plus sur toi? Bah écoute, moi je suis un ancien restaurateur. J'ai été restaurateur pendant 18 ans, jusqu'en 2018. Et j'ai toujours été sportif amateur, professionnel et surtout non reconnu dans certains combats illégaux que j'ai pu faire. Donc sous licence, pas sous licence, j'ai un peu mélangé le tout. Et puis depuis 2021, maintenant, j'ai créé cette structure qu'on voit derrière moi, One More Step Training, donc ce fameux gorille dont on parle un peu aujourd'hui, et on a beaucoup de chance d'avoir cette visibilité. Donc aujourd'hui, je suis le head coach et le créateur de One More Step Training. Donc c'est une structure de préparation physique et mentale spécifique. C'est une salle privée. Il ne faut pas confondre avec un fitness, une salle de boxe ou une salle traditionnelle. Certains diront qu'on est prétentieux, mais moi je dis que je suis très fier d'avoir une salle atypique, différente des autres. On prépare les gens de manière différente. Et on est une petite famille, un petit groupe de personnes qui avons envie d'évoluer tous dans le même sens, avec des objectifs différents. Aujourd'hui, on a des athlètes de haut niveau, on a des gens les plus sédentaires qu'on puisse connaître, c'est-à-dire le mec qui a trouvé le courage de s'acheter une paire de baskets en sortant du canapé et puis de venir me voir. Et puis on a des stars aussi. Je veux dire, voilà, cette salle aujourd'hui, elle accueille tout le monde. Je vais pas dire tout et n'importe quoi parce que c'est pas bien, c'est un peu péjoratif, mais elle accueille un peu tout le monde. Et voilà, il y a deux règles ici. C'est la première, c'est la règle sécuritaire dans l'exécution des mouvements sportifs. Et la seconde, c'est surtout de ne pas avoir de jugement porté sur les personnes qui rentrent, peu importe leurs idéaux, peu importe leur couleur, peu importe leur religion, peu importe leur provenance, leur appartenance. On n'a pas de jugement ici. On prend des profils sportifs, on les entraîne pour que les gens soient meilleurs en sortant. Enfin, tout le reste, là. Ok, donc tu parles d'une salle qui est privée. Quelle est la différence avec une salle publique? C'est toi qui choisis les personnes qui rentrent et c'est pas eux qui te choisissent du coup. Alors encore une fois, certaines personnes diront putain Gaëtan est quand même devenu vachement prétentieux dans sa manière de parler, mais c'est pas une question de prétention, c'est une question de réalité des faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la séance d'essai ici, elle est gratuite. Tu peux venir du Canada, de l'Australie, du fin fond de la France ou de Suisse. De toutes les façons, il faudra faire au moins 1 heure d'essai. 1 heure. Elle est gratuite, donc il y a des gens, ce soir en plus on en a un qui est là, qui nous regarde, qui a fait la route de la Corse et qui est arrivé ici en me disant j'aimerais savoir comment ça se passe et qui a fait son heure d'essai hier. Il est venu de Corse en Twingo, tu vois, et j'ai des gens qui sont venus du l'autre bout de la France, j'ai même des gens qui sont venus de pays étrangers pour 1 heure d'entraînement. Et une fois qu'on voit si cette alchimie passe, donc c'est là où on pourra parler de sensibilité par la suite, si tu veux. Bien sûr. Et ça passe à travers le feeling. Et c'est à ce moment-là, si moi je sens que je peux m'impliquer à travers les gens, et si je peux leur amener quelque chose, parce que le but c'est de savoir si je peux amener quelque chose, pas de savoir si je suis capable de faire quelque chose, c'est si je peux amener quelque chose. Et ça c'est très important. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Et à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. C'est la première salle en tout cas que je connais où ça se passe comme ça. Et tu es la première personne aussi qui va choisir un profil, non pas parce qu'il a quelque chose à t'apporter, mais pour ce que toi, tu as à lui apporter. Ça, c'est important aussi. Exactement, tu vois, ça s'appelle un partage de connaissances, un partage humain, un partage d'éducation, un partage d'humanité, tout simplement. Je veux dire, aujourd'hui, si la personne manque de confiance en elle ou a besoin d'être accompagnée pour essayer d'élever ses résultats sportifs,
à travers des compétences que peut-être on peut améliorer. En tout cas, si je peux amener quelque chose lié à mon expérience de vie, qui je pense assez pleine quand même, et peut-être les 2-3 choses que j'ai pu apprendre professionnellement parlant dans ma vie de combattant et de restaurateur, parce qu'il faut pas croire que ma vie de restaurateur, on la met de côté. Si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, bon ou mauvais, et certainement encore enseignable, eh bien c'est parce que j'ai été aussi restaurateur. Tu as eu plusieurs périodes dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu t'es orienté dans les sports de combat? Est-ce que tu avais une attirance pour ça ou est-ce parce que il y a eu un déclic au bout d'un moment dans ta vie de restaurateur? J'étais un jeune un peu perturbateur à l'école, tu vois ce que je veux dire? J'ai eu une scolarité chaotique, on pourrait même aller dire catastrophique. Je m'ennuyais profondément. Jusqu'au jour où on a compris pourquoi je m'ennuyais. J'ai passé ces fameux tests. On s'est dit, il y a quand même un problème comportemental, un problème d'intégration des données qui lui sont présentées. C'est un moment, à la fin de la 3e en France, tu sais, tu es orienté sur un côté plutôt général ou un côté plutôt manuel. Donc voilà exactement. Moi, je suis sorti de la 3e, j'avais 4,5 de moyenne sur 20. On m'a réorienté vers un brevet d'études professionnelles, ce qu'on appelle un BEP, comptabilité et gestion commerciale. Je suis arrivé premier de ma promotion et 18,7 de moyenne sur 20. Peut-être parce qu'on avait arrêté de me faire chier avec la géographie, de savoir la capitale de quel pays, et savoir si le théorème de Pythagore, un jour, allait sauver ma vie. Donc moi, je peux comprendre aujourd'hui que dans une certaine scolarité, on est obligé quand même d'avoir un couloir, un chemin généraliste, mais c'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui ne rentrent pas dans le cadre que forcément ce sont des bons à rien. Et ça me dérange en France, puisque aujourd'hui, on met un gaillard là, ou une nana, qui parle à 30 personnes différentes, avec 30 sensibilités différentes, 30 caractères différents, 30 personnalités différentes. Et comment veux-tu que le message soit reçu de la même manière? Tu donnes un discours pour 30 interprétations, acceptation de la donnée qui nous est donnée, et après, t'en fais bien ce que t'en veux. Et moi, la plupart des choses qu'il me racontait, ça m'intéressait. Peut-être les 2 ou 3 premières fois qu'on me l'a raconté, tu vois. Mais la guerre 14-18, je me la suis tapée du CM1 à la fin de la 3e. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Le problème, c'est qu'il t'enseigne quelque chose en considérant que tu as un seul type de cerveau. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune personnalisation, spécification de la donnée qui est transmise. On ne s'intéresse pas du tout à la personnalité, à l'éducation, aux différences de culture qui sont devant nous. Alors on prône égalité, fraternité. De quelle égalité tu parles en fait? Si on devait tous être égaux dans une classe d'école, ça veut dire que on devrait faire un petit peu attention quand même à Julie, qui est peut-être dyslexique, Gaëtan, qui est peut-être un peu qui a des troubles de la concentration, ou l'autre qui a des troubles de la personnalité. Ou tu vois ce que je veux dire? À un moment, aujourd'hui en France, on ne spécifie plus du tout l'enseignement. Et donc, je me suis retrouvé avec une scolarité merdique. J'ai passé les concours de gendarmerie à 18 ans parce que je voulais absolument rentrer dans le GIGN. Et donc, j'ai passé, il y avait à l'époque des recrutements pour des sections sportives, tu sais, homme grenouille, chasseur alpin et tout. Et moi, je suis arrivé premier sur 200 en sport. Et puis après, j'ai passé les tests psychotechniques. Alors ça, ils adorent, hein. 300 questions, c'est 30 fois la même question. C'est 300 questions. Moi, quand j'ai lu le truc, j'avais compris. Et puis après, c'était oui, non, je sais pas, ou j'ai pas vécu, tu vois. Et moi, je suis fils unique depuis 6 générations, des frères, des sœurs, j'en ai pas, donc des cousins et des cousines, j'en ai pas, parce qu'on est tous uniques, tu vois, donc j'ai pas. Donc le je sais pas, j'ai pas vécu, le je sais pas, j'ai pas vécu, je suis passé pour quelqu'un d'immature. À 18 ans, ils nous ont rien appris de nouveau. Et puis je me suis fait jeter comme une merde, alors que j'étais arrivé premier sur 200 pour des sections sportives. Et tu vois, ça m'a dégoûté. Puis quand ils m'ont rappelé après pour me dire en fait, on a passé votre dossier en commission, on vous accepte. Mais j'aurais dit, t'allais me prendre tout de suite. Tu vois, c'est pas bien ça en fait. Pourquoi faudrait passer moi en commission? Donc à force d'injustice, tu commences à être ce qu'on appelle autodidacte, à te démerder un petit peu avec ce que t'as, surtout avec ce que la vie te laisse. Et puis je crois qu'on s'en est pas trop mal sorti. C'est sûr. Voilà. On va en parler. Mais donc tu as eu pas mal d'échecs au départ de ta scolarité, clairement. Ça a été une succession d'échecs. Tu as quand même rencontré pas mal d'injustices, d'après toi, qui étaient des injustices. Parce qu'au final, quand tu es le meilleur de partout, mais tu te fais recaler parce qu'ils te considèrent comme étant immature, alors que tu as 18 ans, donc à 18 ans, jusqu'ici, tu étais aussi, on est d'accord. Hein. On y est tous. Tu as vécu ça comment? Tu te dis, tu te remets en question? Tu te dis, c'est pas normal que ça... Sur le moment, je me suis dit, je suis quand même arrivé premier sur 200. Donc j'ai éclaté 199 autres personnes qui se sont présentées et préparées, peut-être de la même manière que moi, j'espère, et peut-être moins bien, je sais pas. En tout cas, moi j'ai fait 6 mois de préparation et pour te dire qu'à l'âge de 18 ans, je prenais les choses très au sérieux. Et quand je me suis dit que même l'armée n'était pas capable de reconnaître que le meilleur devait passer, à ce moment-là, je me suis dit,
Bah, je pense que, tu vois, maintenant, ce soir, en parlant avec toi, je pense que ça a peut-être été l'élément déclencheur de se dire, ah ouais, pancrace, MMA, boxe, lutte. Non, mais moi, je vais aller dans un parking. Là où on m'emmerde pas avec vos règles. Ok. Tu vois, on est peut-être arrivé là à ce moment. C'est peut-être... Ouais. Après, tu vois, c'est un truc, j'ai jamais réfléchi, mais c'est peut-être un élément déclencheur, tu vois. Ce besoin qui te prenait de sortir du cadre. De toutes les façons, c'est eux qui m'ont sorti du cadre. Alors, Ouais, vous voulez que j'y c'est sois en ça. dehors? Tu pouvais pas t'intégrer. Bah non, vous voulez que j'y sois en dehors, mais je vais y être vraiment. Alors, je suis pas quelqu'un qui a pris 20 ans de prison, même si j'ai eu des problèmes avec la justice française, c'est pas nouveau, je l'ai déjà dit dans les reportages, j'ai eu une peine de prison en France, que j'ai évité en partant en Suisse, bref. De toutes les façons, j'ai pas à me justifier là-dessus, c'est le passé appartient au passé. Et je veux dire, aujourd'hui, j'ai préféré non pas me marginaliser non plus, mais de me dire, vous m'avez mis en dehors des clous, je vais rester à côté des clous pour quand même réussir à vivre correctement, mais c'est certain qu'aujourd'hui, je vous demanderai plus rien. Donc, me demande pas cotisation de la retraite, que je vous ai pas attendu. Hein. Moi, ma retraite, elle est déjà faite. Mais certainement pas dans vos règles, en fait. Sur cette fiche de paye, il y a tellement de lignes, tu sais même plus où t'en es. Ah, mais déjà, même à la base, tu vas au magasin, t'as laissé 20%. 20%, plus 10% du revenu, plus machin. En fait, je t'ai laissé 60 ou 65% de mes... Ah oui, maintenant, c'est 35 heures, parce qu'on s'est battu pour 35 heures. Hein. Attention, hein. Tu sais, il faut être feignant chez nous. Il faut faire 35 pour gagner le pari. Ouais. Mais tu vois, donc sur 35 heures de travail, je t'en ai laissé quasi 20, 22, parce que t'as décidé toi. Ouais, mais en fait, je suis très content que tu m'aies marginalisé. Tu vois, quoi. Je sais pas si t'as vu, moi j'ai adoré Will Smith sur TF1. Tu l'as pas vu cette interview? Alors, quand ils disent au-dessus d'1 million d'euros, on vous aurait imposé à 75% ici. Ouais. Il a dit God bless USA. Que Dieu protège l'Amérique. Le problème, c'est quand tu réussis pas par le système, mais par toi-même. Exactement. Je reste certain qu'aujourd'hui, un pays dont on parle pas de la politique, c'est un pays qui fonctionne. Tu sais quoi, on pourra aller demain, puisque t'es là maintenant, t'es en Suisse, hein, t'es chez nous. Demain, on va dans un restaurant ou se balader un peu dans la rue, et je te jure, on arrête les gens et on leur demande quels sont les noms des 7 personnes qui dirigent la Suisse. Je te jure qu'il n'y en a pas un qui peut te balancer les 7 noms. Et nous, comment tu veux qu'on le dise? Nous, en France, il y a 580 gaillards. Ouais, c'est bizarre, on n'est toujours pas d'accord pour faire passer une loi. Ah bah sur 580, on n'est pas arrivé, hein, frérot. Sur 7, au moins, on sait 4 plus 3. Voilà, tu vois. Mais voilà, et aujourd'hui, les référendums, aujourd'hui, il suffit d'un nombre de signatures précis, je voudrais pas m'avancer là-dessus, pour faire passer un projet de loi. On va voter pour ou contre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, si tu veux, aujourd'hui, en plus, ce que j'aime bien en Suisse, c'est qu'aujourd'hui, on ne passe pas au journal quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire, on n'informe pas les gens d'un problème, on informe les gens de comment on a trouvé une solution à une problématique. C'est différent. Je vais te donner 2 exemples. Il y a un problème à l'aéroport de Cornavin. Aujourd'hui, personne ne va pouvoir faire un mouvement de grève. Tu sais pourquoi? Parce que si tu fais ça, t'es viré. Ouais. Voilà, point barre. C'est comme... Alors, je vais pas rentrer dans le truc, j'en ai déjà parlé chez Rob. Mais aujourd'hui, s'il y a un problème de viol à Genève... On va pas le mettre dans le journal. Non, on va pas faire de la pub au mec qui a fait de la merde. Tu vois? Voilà, tout simplement. Et puis parce que la jeune femme était là, la pauvre, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a une police, il y a une justice pour régler ça. Ça n'a rien de journalistique. Merde. La France adore parler des problèmes dans lesquels ils sont. Je suis au même niveau que toi. Dans mon foyer, il y a moins de 3 000 € de revenus. On est à 50 balles à la fin du mois. Mais j'ai pas envie d'en parler, tu vois. Ça, c'est la France. C'est fatigant. Donc, pour toi, la Suisse... La Suisse, pour moi, a été une terre d'accueil. Okay. Et aujourd'hui, je remercierai jamais assez ce pays de m'avoir donné cette chance, puisqu'aujourd'hui, s'il y a bien une phrase politique qu'on devait retenir de Sarkozy, c'est « travailler plus pour gagner plus ». Et si aujourd'hui, j'ai la possibilité de travailler 50 heures par semaine, si j'en travaille 50, je peux être payé 50. En France, je te défie, hein, 35, 50, ouais. Va voir s'ils sont payés. Non, on vous donnera des RTT. On va te donner du temps avec de l'argent que t'as pas. Allez, va profiter, va. Super. Si j'ai du temps en plus, c'est pour en profiter avec mes gosses. Les gens que j'aime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse faire à mes gosses avec de l'argent que j'ai pas? J'ai déjà pas quand je travaille 35 heures avec mes heures normales. Et là, tu vas me laisser 15 heures de récup dans le mois, 15 heures de plus pour pouvoir me divertir, pour pouvoir emmener mes enfants faire quelque chose peut-être d'exception. Un cinéma, un McDo. Je parle de rien d'exceptionnel en soi. Je dis pas un tour de Ferrari, je dis pas, tu vois. Je dis juste quelque chose qui sort du quotidien. Et tu vas me donner 15 heures de plus, parce qu'à un moment, bah, j'ai fait 15 heures d'heures sup ce mois-ci. Mais non, on va vous les rendre en RTT. Ah, d'accord. Donc tu vas me donner du temps, mais il est où l'oseille dans la société de consommation dans laquelle on est? Mais vas-y, qu'est-ce que tu veux que je fasse, en fait? Sans compter l'inflation. Aujourd'hui, le moindre t-shirt, c'est 20 balles. Mais t'as vu le prix des fruits et légumes? Ouais. Mais te fous pas de ma gueule, quand même. 1 kilo de cerises à 10 €. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Tout le monde se marche sur la tête et c'est une conjoncture dans laquelle je me sens de moins en moins à l'aise. Et puis peut-être parce que je réfléchis différemment aussi, tu vois. C'est difficile. Pour ça, je suis content, tu vois. Il n'y a pas de fenêtre, on est en sous-sol. Personne nous voit.
Ouais, t'es dans ta bulle ici. Ouais, je suis dans ma bulle, je suis enterré. Tout le monde va dire, ah mais Gaëtan, il vit dans sa cave. Tu vois, pour trouver mon numéro, trouver l'adresse. Je la connais toujours pas l'adresse. Bah non. Bah voilà, tu vois. Bah non, je suis venu te chercher à la gare. Pour recentrer un peu sur ta scolarité, vu que j'ai loupé 2-3 trucs, j'analyse que ça comme ça, hein, mais t'as pu t'en sortir au bout d'un certain temps quand t'as eu de la pratique, quand t'as eu du concret. Je ne peux pas dire que ma scolarité c'est de la merde et ça m'a servi à rien. C'est faux. Ça serait faux. Bien sûr que ce serait faux. Mais effectivement, à un moment, il ne me restait plus qu'à être autodidacte. Ouais. Aussi longtemps que certains font des études jusqu'à 30 ans. Dans mon éducation, mais mon père, il m'aurait foutu dehors, étude ou pas. Mais casse-toi, en fait. On fait pas des gosses pour les avoir jusqu'à 30 ans à la maison. On fait pas des enfants pour les garder pour soi, déjà. On fait des enfants pour qu'ils soient, à mon avis, meilleurs que nous. Amenons-leur notre bagage de vie, peut-être pour leur servir à trébucher moins que là où on a trébuché nous. Mais moi, mon père m'a dit, de toute façon, à 20, 21, je t'aurais foutu dehors. Hein. Moi, je suis parti à 17 et demi. Ouais. Tu vois? Donc voilà, t'imagines. L'incompréhension familiale par rapport à ces résultats scolaires de merde pour lesquels on me faisait passer pour un demeuré. Ils te disaient quoi, tes parents? Non mais moi, mes parents, ils disaient, mais c'est pas possible ces résultats scolaires. Ma mère, elle a eu un DUT, elle a été directrice nationale pour une agence commerciale dont je citerai pas le nom, mais immobilière, qui a été concurrente à Orpi, tu vois, tout ça à l'époque, tu vois, je te parle de l'époque, hein. Donc je veux dire, il y avait 6000 personnes sous elle. Tu n'arrives pas à directeur national sans le petit papier où il y a marqué DUT ou BTS ou je sais même pas ce qu'ils font aujourd'hui, tu vois. Tu me parlais d'un bachelor, je sais même pas ce que c'est. Mais je pense qu'aujourd'hui, du moment qu'on sait s'exprimer correctement, écrire à peu près bien, et je ne pense pas que la faute d'orthographe dans un CV donnera forcément une indication concrète sur la personne que nous allons embaucher pour tel et tel métier, tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'ai pas l'impression que pour être le meilleur serveur de chez Paul Bocuse, et je sais de quoi je parle, j'ai travaillé pour lui, il faut avoir des qualités rédactionnelles ou de philosophie et avoir un bac français, quoi. Tu vois. Non, je pense qu'il faut passer par une école hôtelière, certainement, ce que je n'ai pas fait. Et pourtant, ça m'a pas empêché de travailler pour lui. Mais je pense qu'il faut avoir des qualités relationnelles. Aujourd'hui, à l'école, on t'apprend à être ce qu'on a envie que tu deviennes. On t'apprend pas les valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'être amoureux? Qu'est-ce que c'est qu'être empathique? On pourra en parler de ça, tiens, avec l'hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est que l'amitié sincère, la sincérité, la fidélité, le respect, la considération? On t'apprend ça à l'école, toi? Non. Non. Ah, par contre, mets l'accent du bon côté sur le s'il te plaît. Ça va pas sauver ma vie à moi. Hein. Mais, par contre, à un moment, gagner le respect. Faire justifier la considération qu'on mérite. Voilà, aujourd'hui, on t'apprend des choses. Je vais reprendre une phrase toute faite. Hein, ça, ils diront, ah putain, le cliché qu'il a dit Gaëtan. Pour aujourd'hui, tout a un prix. Puis on connaît plus la valeur de rien. Voilà. Et c'est la vérité. Je suis désolé. Tout a un prix. Tout a un prix. Combien ça coûte que tu sois mon pote? Les réseaux sociaux, les machins, les trucs, les followers. Combien ça coûte? Pourquoi on serait pas potes? Qu'est-ce que tu peux m'amener? Tout a une question de rentabilité. Ouais, de rentabilité. Qu'est-ce que tu peux m'amener? Ouais. Et là, où elles sont les valeurs humaines là-dedans? C'est sûr, et donc toi, tu essayes de t'extraire de ça. Déjà, avec tout ce que tu peux faire aujourd'hui, moi, j'aimerais bien comprendre à partir de quel moment il y a eu ce déclic de te dire « je vais me battre ». Tu vois ce que je veux dire? Tu as une scolarité qui était compliquée, tes parents étaient derrière toi pour te dire « boss », et toi, tu vas à ce moment-là te dire… C'est peut-être à ce moment-là où il y a eu une incompréhension, parce que c'était peut-être pas parce que j'avais pas les résultats là où ils attendaient que je bossais pas. Tu t'es dit « j'ai prouvé que je vaux quelque chose », peut-être? Différemment. Et malheureusement pour moi, mes parents sont partis en 2018. C'est ce qui fait aussi que j'ai arrêté des restaurateurs. Il y a une grosse histoire de vie derrière. Mon hypersensibilité, le fait que j'ai été passer des tests pour voir si j'étais au potentiel HP avec une hyper... T'as pu passer des... Alors j'ai passé des tests. Des bilans? Voilà, exactement. Ça, c'était juste en arrivant en Suisse, puisqu'à un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Je commence à faire des choses qui, normalement, ne seraient pas faisables. Enfin, moi, j'ai travaillé pour Paul Bocuse sans école hôtelière. On se rendait compte qu'à un certain moment, et c'est sans prétention que je le dis, il y avait un certain leadership. Tu sais, t'as des gens qui arrivent dans une pièce et tu les remarques tout de suite. Ils ont pas parlé. Je vais te donner un exemple très précis. Vincent Cassel. Tu vois qui c'est, l'acteur? Ouais. Oh la vache. Quand il est arrivé à l'hôtel Président Wilson, j'étais responsable du room service là-bas, de Genève, hein. Le Président Wilson, c'est 5 étoiles, hein. Quand il est arrivé dans le bar, avec sa veste sur l'épaule, il n'a pas eu besoin de parler. Tu le regardes, tu dis... Ouais, donc l'aura... L'aura fait que tu vas chercher ton plateau, tu lui demandes ce qu'il veut boire. C'est ce que j'ai fait, en tout cas, moi, tu vois. Et tu dis, non mais là... Et il avait rien dit, rien. Mais c'est pas une question de... On savait si c'était Vincent Cassel ou pas. C'est que le mec, je suis désolé, aujourd'hui, je défie n'importe quelle femme de me dire Vincent Cassel, il est beau. Il est pas beau, il est pas moche, il est comme il est. Mais il dégage quelque chose que toi, t'as pas. Alors ça t'emmerde, donc tu critiques. Non, non. Bien sûr. Moi, je l'ai regardé. Belmondo était beau. Quoi. Vincent Cassel, il dégage quelque chose de plus fort que les autres.
Toi, tu avais ce charisme, et tu l'as d'ailleurs. Je sais pas avec, si je l'aime, en tout cas, j'ai toujours sur toi. eu cette capacité, peut-être, à ce que les gens se disent « Ah, il est chelou, lui ». J'étais pas Oui, dans la on norme. sent que tu es à part, mais tu as Je suis servi comme une force. Je m'en suis servi comme une force. Alors, ça y est, ils vont tous dire, ils se comparent à Vincent Cassel, il a pété un boulard, Gaëtan. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je dis. C'est pas le sujet. Je dis juste qu'il y a des gens, tu les trouves bizarres. Parce que de toutes les façons, t'as appris à être dans une norme. Donc le mec est pas forcément... Ouais, tu vas dire, ah ben il est bizarre. Ah, il a du charisme. Ou il a... Non, c'est juste quelque chose peut-être qu'il possède, que toi tu connais pas. Et puis toi, par ton jugement, tu poses un mot là-dessus. Ton problème. Mais ce côté un peu atypique où on se dit, ah bah tiens, il est bizarre lui. Moi je suis arrivé à des postes de directeur national pour des firmes de restauration, où je suis arrivé avec mes tatouages, en gilet tricoté, mon jean et mes Converse, pendant que les mecs ils avaient des Constar Lanvin avec des Rolex Daytona au poignet. Rien que la montre, il me fallait 5 mois de salaire frérot. Et t'es là et tu discutes avec des gens comme ça. Et tu te dis, c'est pas parce que je suis en gilet tricoté, avec ma mèche sur le côté, et ma bouteille de gin sur le bras, que je suis plus con que toi, en fait. Tu vois, toute ma vie a été comme ça. Et ça a fait la différence, au final, quand t'es rentré... Et ben, j'ai donné des résultats qu'ils avaient jamais eu, tu vois, sur certains pays. Et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. C'est juste pour dire que c'est pas parce qu'on travaille pas comme tu vas nous l'apprendre, comme tu voudrais qu'on applique les choses, qu'on n'aura pas un résultat aussi bien que le tien, si ce n'est meilleur. De toutes les façons, j'ai appris une chose par l'expérience de vie, parce que les gens, tu sais, ils ont l'impression qu'il faut avoir 60 ans pour se dire, moi, j'ai une expérience de vie. Non, t'as vécu. Moi, je connais des gens qui ont fait 9h-17h jusqu'à la fin de leur vie, et ils ont jamais rien vu. Ils sont toujours pas sortis de la Seine-et-Marne. Et il y en a au contraire qui ont plusieurs vies en une seule, quoi. T'as l'impression. Voilà, et tout à fait. Quand on te parle, t'as été restaurateur, t'as été combattant. Et je suis papa. J'ai été papa à 21 ans. Les premiers restaurants que j'ai eu en gestion, ça a été à 21-22 ans. Et aujourd'hui, les gens parlent d'expérience de vie. Mais je ne pense pas que la maturité vienne avec la vieillesse. J'ai des gens ici qui sont tellement atypiques. Ils ont 18, 19, 20, 25 ans. Et je pourrais me perdre dans des discussions avec ces gens-là jusqu'au bout de la nuit. Et je mange avec des pseudo-directeurs de banques privées, là. Parce que, bah voilà, c'est maintenant, enfin, 2-3 journaux, 2-3 machins. Attends là, hein, des gens qui veulent discuter avec toi. Et là, tu te retrouves avec des mecs qui font 100 000 par mois. La vie de ma mère, heureusement qu'on boit une bonne bouteille de rouge. Parce que sinon, je me ferais royalement chier. Donc, c'est pas parce que t'es directeur du truc que t'es plus intéressant que le mec qui s'est dit, moi, j'ai été voir le tiers-monde. Moi, j'ai été voir pourquoi aujourd'hui, je pisse dans de l'eau potable pendant que lui, il a pas à boire. Hein, tu sais, des problèmes rationnels, tu vois. Tu vois, toutes ces questions rationnelles auxquelles on ne veut pas me répondre, bah, je me suis enterré ici parce que de toute façon, le monde ne m'intéresse plus. Pour toi, ça part dans une mauvaise direction? Bah, c'est pas que ça part dans une mauvaise direction, c'est qu'aujourd'hui, je vois mon fils qui a 7 ans et je suis profondément inquiet. Donc, je redouble de travail tous les jours. Les gens que tu pourrais rencontrer entre aujourd'hui et demain te le diront. Gaëtan, il travaille. Pour faire quoi? Pour ramasser leur argent qu'ils impriment, pour protéger mon fils du mieux possible. Parce que je me dis que de toutes les façons, ma retraite, je la verrai pas. Alors, imagine mes gosses. Ouais. Et j'ai ma grande fille de 18 ans qui vient d'avoir son permis de conduire, j'en suis très fier, pour ça je le dis. Mais je suis très inquiet pour elle aussi, parce que je lui ai dit aujourd'hui il faut choisir un métier où déjà la robotisation, le côté innovant de l'informatique ne pourra pas remplacer. Et je suis désolé, aujourd'hui tu trouveras personne pour t'amener et cuisiner un tourne-d'eau Rossini avec une sauce grand veneur, un bon filet de cerf, sauce chasseur, bah, tout ça, ça se cuisine. Il faut de l'humanité là-dedans. Puis en plus, l'école a tendance à t'orienter vers des métiers de nouvelles technologies. Oui, et tout ce qui est métier manuel sont considérés comme en gros des voies de garage, alors que pour le coup, on le voit là avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, toutes les nouvelles technos par rapport à ça. Aujourd'hui, on passe des examens en disant il me faut ça, on te pond le truc. Tu l'as eu ce truc-là? Bah ouais, moi je lui ai demandé la même chose, ça m'a pondu à peu près pareil. Attends, je vais mettre un nouveau mot dedans pour pas que ça soit un plagiat. T'as eu combien? 16,2, 16,4 sur 20. Super. T'appelles ça passer un examen, toi? Je préfère pas en passer tout court. Et je suis très content de ne pas avoir le baccalauréat, si c'est pour le passer comme ça. Et puis t'as pu développer des compétences qui aujourd'hui sont pas remplaçables. Et on t'apprend en plus de ça, à être capable de faire ça, et t'es bien tranquille avec toi-même et ta conscience. Pourquoi tu vas passer un examen que t'es pas capable de passer et que tu triches pour l'avoir? Mais moi, ça c'est impossible. Mon fils, il sait très bien. La règle numéro 1 dans notre famille, c'est pas se mentir. Si tu commences à te mentir à toi-même devant la glace, comment tu vas éduquer tes gosses? Excuse-moi. Aujourd'hui, tu as plein de monde qui rentre dans ta salle. Est-ce que tu as que des combattants? J'ai pas que des combattants, bien au contraire. On a des gens de tous sports différents, de toutes disciplines différentes. J'aime aussi beaucoup, puisqu'il y a la préparation mentale ici. Comme tu peux le voir, il y a un côté très humain aussi. J'aime aussi que les gens viennent me voir parce que il y a une perte de confiance en soi. J'ai des gens qui sont dans la finance. Je vais prendre un profil sans le citer. On a quelqu'un auquel je tiens beaucoup ici, qui est, je pense, un très bon trader. Et quelqu'un, voilà, qui a
qui a perdu peut-être un peu le fil de sa vie familiale, qui est venu me voir en disant, écoute, j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin de, tu vois, je suis un peu sur les nerfs, je supporte plus trop grand chose à la maison, tu vois, tellement de pression dans ce milieu financier, du trading. J'espère qu'il regardera cette vidéo, qu'il se reconnaîtra, parce que c'est quelqu'un qui a profondément, tu vois, et encore, putain, mon hypersensibilité, ça fait que ça me serre la gorge. Je l'aime beaucoup. Et c'est quelqu'un qui est venu travailler. C'est quelqu'un qui pourrait s'attabler dans un restaurant et regarder le monde de haut. Et c'est quelqu'un qui est venu, ici, voir un mec qui se tape dans des parkings. Ah bah non. Si tu regardes bien, tu sais, tu as un peu le stéréotype. Ouais. On pousse un peu, tu vois. Bah, t'as le mec, vraiment le big trader, tu vois. Et t'as le combattant dans les caves, tu vois. Qui vient me voir dans ma cave. Et qui se dit, bah tiens, pourquoi il pourrait pas m'amener quelque chose, lui? Tu crois bien que moi, si ce mec-là, il vient me voir, faut bien que je prenne quelque chose de ce gars-là. Et pas le fait qu'il me paye pour faire mon travail. Humainement, il y a un partage. Aujourd'hui, ce gars-là, quand il part en vacances, je le vois pas 15 jours, on s'écrit. Je lui dis, tu reviens quand t'entraîner? Et toi, tu lui apportes quoi? Est-ce que tu as conscience de moi, je pense que je lui apporte une certaine stabilité, une certaine aussi ouverture de discussion sur un monde peut-être qu'il connaît pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'oseille, il n'y a pas que des beaux restos, il n'y a pas que des beaux voyages, il n'y a pas que des belles bagnoles, il n'y a pas que tout ça. Et peut-être un côté humain. Et puis il y a un accompagnement aussi dans le contrôle de soi, j'en sais rien. Il le dirait mieux que moi. Mais en tout cas, moi, ce mec-là, j'ai une énorme admiration pour lui. Parce que je pense que plus on monte, plus on a de difficultés à se remettre en question. Et avoir le recul et le discernement pour se dire, non mais là, mec, je suis en train de m'embrouiller avec tout le monde. Quand tu commences à faire le total des gens avec qui tu t'embrouilles autour de toi, femmes et enfants compris, amis et tout le bordel, à un moment, faut quand même être rationnel et objectif. C'est quand même toi le problème. C'est toi qui t'embrouilles avec tout le monde. Je vois bien ce que tu veux dire. Mais donc, un gars comme toi qui était cadre, c'est ça, au niveau des restaurants que tu avais? Ouais. Enfin, moi, j'avais mes propres restaurants, mais après, quand j'ai travaillé... le recul, si tu veux, de te dire au bout d'un moment, OK, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, qui ne me convient pas, donc je vais tout quitter et je vais me lancer. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, j'ai toujours eu le goût de l'entrepreneuriat. Je me suis bien rendu compte qu'être employé, j'avais du mal à accepter d'être dirigé par les autres. Tu sais, j'ai eu énormément de mal, déjà, ne serait-ce que dans la scolarité. En BEP comptabilité et gestion commerciale, j'ai eu des cours d'économie. Quand je me suis rendu compte que le professeur qui me donnait des cours d'économie n'avait jamais géré une société lui-même, tu manques de crédibilité, surtout face à un mec comme moi. Puis avec la grande gueule que j'ai, à 16-17 ans, tu penses bien que j'ai pas manqué de te le dire. Bien sûr. Mais comment tu veux m'apprendre à gérer une entreprise que t'en as jamais eu? C'est sorti comme ça, hein? La virée. T'es en train de m'apprendre ce qu'on t'a appris. Mais quand est-ce que tu l'as mis en action pour me dire, par expérience, ça fonctionne, ça, on me l'avait appris. Je vous le conseille pas, mais c'est ma vision des choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le putain de vécu. Quand j'entends ce prof de maths qui t'apprend le théorème de Pythagore, et que tu le regardes et tu lui dis combien de fois ça t'a sorti de la merde, toi, ça? Ton théorème de Thalès, là. Ton équation avec des X et des Y. Toi, dans ta vie, à toi. Oui, mais on peut faire des gens qui aimeraient faire physique. Oui, sur les 30 élèves qui sont dans cette classe, peut-être 1 ou 2. Parce que tu comptes le plombier, le garagiste, le banquier. Je pourrais parler avec mon trader, si tu veux, on peut l'appeler maintenant. Quoi qu'il est un peu tard, il va pas me répondre. Mais on l'appelle maintenant, on va lui demander si le théorème de Pythagore, ça le sert pour acheter du pétrole. J'ai un doute, hein. Ton prof de maths, tu lui dis ton X, là. Ou le cosinus du sinus de la tangente. Pour ta déclaration d'impôt? Vous voyez, monsieur Lebris, vous êtes insolent. Je suis insolent. Je te pose une question, réponds-moi. C'est toi le prof. J'ai pas le droit de poser de questions en plus. Bon, bah, j'en pose pas. Ça a toujours été comme ça. Ton analyse de texte sur le livre du XVIe siècle. Vas-y, dis-moi, ça t'a servi à quelque chose? Et donc, aujourd'hui, tu mets des gens en dehors d'un cadre, et après, on dit hypersensible, au potentiel. Bon, après, il y a des tests qui sont faits, et à un moment, on voit qu'il y a un truc, voilà, le mec, il est différent. Et aujourd'hui, on n'apprend plus à apprécier la différence. On critique la différence. Comme que ça rentre pas dans le cadre. Bah, bien sûr que non, tu vois. Un autiste, aujourd'hui, si on a atterri sur la Lune, c'est parce qu'il y a eu des autistes qui ont calculé des trucs. On a prouvé que l'humain pouvait combattre contre un ordinateur aux échecs. Tu crois qu'il a eu une scolarité normale, lui? Tu peux le reprendre. Hein. C'est ces profils un peu atypiques qui vont faire bouger les choses et qui font avancer le monde, ça on le sait. Aujourd'hui, tu regardes que Steve Jobs, il a jamais été capable de programmer quoi que ce soit pour Apple. Je pense que ça a été quand même une des plus grandes réussites. Ouais. Steve Jobs, il était fort dans quoi? Je recommence à s'entourer. Voilà. Prends des gens intelligents, prends des gens plus forts que toi, parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui as le potentiel de les embaucher. Laisse-les travailler pour toi et fais-toi grandir pour ça et surtout nourris-toi de ça. Fallait regarder comment Steve Jobs, il parlait de son Apple, son iPhone. Le mec, il jouait sa vie, quoi. Et il fallait voir qu'il y avait bien sûr du business là-dedans. Mais il était tellement fier d'avoir, à travers son nom, conçu quelque chose. C'est Elon Musk qui disait, en gros, moi, j'ai pas fait Harvard. Par contre, tous les mecs qui m'entourent ont tous fait Harvard. Et bah voilà, bah tu vois, je savais même pas qu'il avait dit ça. Mais tu vois,
Bah la preuve. Et Steve Jobs, c'est la même chose. Le mec, il n'a pas été capable de faire une formule informatique. Et Il a pris des mecs pour le faire. Et putain, il a pris des mecs pour ça. Alors, regarde, la marque Apple aujourd'hui, elle domine le monde. Bon, après, je suis pas forcément d'accord avec toutes les nouvelles technologies. Mais c'est juste pour te donner le truc que c'est pas parce que tu rentres pas dans le cadre que tu peux pas faire quelque chose. Sors-toi les doigts du cul, travaille, trouve une idée, fais des choix, va jusqu'au bout, et tu verras bien. Tu vois? Et si ça passe pas, et c'est là où le pays, qui est la France, est vraiment cinglant dans sa manière d'agir, c'est qu'en France, t'as pas le droit de te tromper. C'est-à-dire que t'as une idée, tu te plantes, ah bah mon frère, jamais tu refais un numéro au registre du commerce. Mais putain, ça va pas du tout ça. Pourquoi j'ai pas le droit d'essayer, de me tromper et de m'améliorer en fait? Ouais. Bah, voilà. Si tu montes une boîte, t'es obligé de réussir tout de suite, ce qui est quand même assez rare si tu veux. Bah ouais, voilà, mais la France aide pas. Voilà. Donc c'est pour ça que tout le monde se barre. C'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, les plus grands ingénieurs, ils sont pas français. Pourquoi faire une école d'ingénieur en France? Enfin, c'est ma vision des choses. Après, je serais décrié mille par rapport à ce que je Ah non, mais de toute façon... On est dans mon trou à moi. Je vais pas me moucher avec le dos de la cuillère pour dire ce que je pense. Les gens pourront dire que je suis un abruti, que c'est un peu généraliste, que je dis, que c'est pas réfléchi, que c'est pas construit, que c'est pas nana, comme ils ont pu dire. C'est ma vision des choses. Je la signe et je la contre-signe. Mais c'est pour ça qu'on t'interviewe aussi. Tu vois, c'est le but étant que, bon, bah évidemment, il y aura d'autres profils, il y aura d'autres personnes, d'autres avis, etc. Mais c'est le but, c'est de partager. Donc tu as été détecté au potentiel à partir d'un certain moment, donc quand tu es arrivé en Suisse. Est-ce qu'avec le recul, tu arrives un peu à voir si ça a changé quelque chose? Au potentiel, généralement, est égal à hypersensibilité, fait que tu ressens plus les choses. Exactement. Tu vois, voilà. En fait, si tu veux, d'avoir pu poser le nom sur une situation de vie que je subissais depuis des années, m'a donné le fait d'être hors norme, bizarre, arrogant, prétentieux, peut-être un peu trop franc du collier, tu vois. Impulsif. Impulsif, ouais, dans mes manières de dire les choses. Ça m'est arrivé d'aller un peu loin. Par contre, moi, j'ai cette capacité à revenir en arrière et dire je suis désolé. Je me suis mal exprimé. Donc t'as pas d'orgueil? Moi, j'en ai un gros. J'ai un orgueil, un ego et une fierté surdimensionnée, mais pas mal placée. Voilà, c'est-à-dire que ma grande gueule, le fait que je prenne position sur un sujet, moi j'aime converser avec les gens, même quand je suis en désaccord avec eux. Je pars du principe que si on est en désaccord sur un sujet, c'est pas pour ça qu'on peut se fâcher tout court. Il y a tellement de choses qu'on peut partager dans le monde, que être par exemple en désaccord toi et moi sur la politique, c'est pas pour ça qu'on peut être en désaccord sur le sport. Bon bah voilà, donc on va pas finir par se fâcher humainement tout court, une fracture, parce que toi tu votes à gauche, moi je vote à droite, ou moi à gauche et toi à droite. Tu comprends? Donc aujourd'hui, moi, ça m'a permis de donner un nom sur la situation que je vivais comme une injustice depuis des années. C'est ce qui revient souvent, cette injustice. Ouais, parce que c'est injuste d'être classé comme ça, comme bizarre, comme à part, comme façon qu'on comprend rien. À part faire chier le monde ou faire le guignol dans la classe, c'est tout ce qu'il est bon à faire. Alors, ça m'a peut-être libéré sur une certaine chose et une soif de se dire, bon, bah maintenant que je sais que j'ai ça, autant m'en servir. Et là, bam, j'ai eu une certaine expansion professionnelle dans le monde de la restauration, en Suisse, et aussi dans le monde des combats. Comme par hasard, les combats illégaux sont arrivés à ce moment-là. Et puis, j'ai commencé à me faire un nom. J'étais un des rares Français à l'époque à faire ça. Donc, ça a commencé à se savoir, ça a commencé à se faire. Et puis après, voilà, ma vie de famille, c'est, tu vois... Et en 2015, donc j'avais déjà ma grande fille qui est née en 2004, Oran, avec sa maman, qui vit dans la région parisienne. Quand je suis arrivé en Suisse, donc je suis parti sans ma fille et sans la maman. D'accord. Donc je suis arrivé là. Et donc 2008, le chemin se fait et tout. Je rencontre la femme qui va devenir la mère de mon fils. Mais avant ça, en 2015, j'ai une grosse histoire de vie. C'est-à-dire qu'elle tombe enceinte d'une petite fille et on perd cette petite fille. C'est-à-dire qu'on la perd pas loin du terme. Pour des raisons où c'est nous qui décidons de mettre un terme. Et donc il a fallu passer devant des médecins conseils français parce que l'avortement, après 3 mois, c'est toute une histoire. Enfin bref, nous on a avorté d'une manière très tardive. J'ai pas envie de rentrer dans le... Par contre, de perdre ma fille, c'est quelque chose que j'ai renié tout de suite en disant, bon, moi ma femme d'abord, j'étais pas encore marié. T'as bloqué un petit peu. Ouais, je l'ai perdue en mars 2015. Donc ça a été très dur. Avec ma femme, on a décidé, enfin avec ma femme, mon ex-femme qui est aujourd'hui mon ex-femme, mais ma femme à l'époque, on décide de se dire on va passer au-dessus assez rapidement. Je tairai les noms parce que j'ai pas leur... Oui, bien sûr. Voilà, mais on décide de passer au-dessus rapidement. Ah, elle retombe enceinte au mois de juin, dis donc. Ce qui a donné mon fils, Elios, aujourd'hui, qui a 7 ans. Donc je suis profondément fier. Mais je veux dire, aujourd'hui, quand mon fils est arrivé, donc le 28 février 2016, le temps de faire le tour, 9 mois, le jour de sa naissance, j'ai compris que là, c'était compliqué, parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à devenir hyper émotionnel. C'est-à-dire que mon hypersensibilité m'a explosé à la gueule, mais complètement. Parce que moi, tu penses bien que quand on fait des combats illégaux, on a très peu de remords, très peu de regrets. Moi, j'étais un mec, tu vois, ce genre de mal alpha qu'on n'a rien à branler. Mais peut-être cette envie de prouver aussi quelque chose. Oui, mais tu vois ce que je veux dire? Là, il y a une hyper émotivité, hyper sensibilité, hyper susceptibilité d'un deuil de ma fille que je n'avais pas fait, avec l'arrivée et la naissance de mon fils. Et là, ça a été un tournant très
radical dans ma vie. J'avais encore un poste très très important à l'international pour une grosse firme de restauration. Et ça a été le début de la descente aux enfers. Je ne trouve pas mieux à ce moment-là que d'essayer de rebondir en disant je vais acheter des restaurants moi, pour mon compte, arrêter de diriger pour une grosse société. J'ai assez d'argent maintenant. Donc là, tu passes entrepreneur. Je repasse entrepreneur. Okay. Je l'étais en France. Et là, je repasse entrepreneur. En Suisse, et là, c'est la descente aux enfers. C'est forcément, ça ne marche pas. Donc, je perds énormément d'argent. Et là, c'est la descente aux enfers. L'alcool, la grosse dépendance à la drogue, ma licence sportive professionnelle qui saute. Okay. Je perds tout. Et tout. Tout. De A à Z. Donc, tout. Tu avais quelque part acheté ces restaurants pour essayer de compenser un manque. Tout à fait. Un chemin que tu n'avais pas pu faire. Et c'est la plus grosse bêtise et le plus gros plat dans lequel il ne faut pas sauter les deux pieds dedans. Et puis je l'ai fait. Et ça a été la descente aux enfers. C'est-à-dire que moi j'avais une consommation d'alcool et de drogue à plus de 1 500 € par jour pendant plus de 2 ans. 2 ans. Je te laisse faire le calcul. Hein. Ouais. Ça fait de l'oseille. Hein. Les restaurants marchaient bien. Les restaurants marchaient bien. Enfin, ce que je faisais avant, surtout, marchait très très bien. Ouais. Et tu sais, tu fais une société, tu te caches un petit peu derrière quand ça fonctionne pas. Hein, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait comme tout le monde. Je me suis caché derrière ma SARL. Aussi, et émotionnellement, tout ça. J'étais pas prêt, en fait, à me voir aussi haut pour descendre aussi bas. Oui. Aussi haut que je pouvais être. Hein. Mais bien sûr. Mais... Pour moi, j'étais, en tout cas, l'apogée de ma vie professionnelle, financière, elle était là. Entre 2013 et 2016, tu vois. Là, financièrement, j'étais là. Pour un mec qui a fait Bac-2, on s'en sortait plutôt bien, tu vois. Et moi, le seul but que j'avais, c'était de gagner plus que ma mère quand elle était directrice nationale du poste que je te parlais juste avant. Ce qui était du coup largement fait, j'imagine. Exactement, puisqu'elle a été directrice nationale à l'âge de 34 ans et j'ai eu mon poste de directeur international à 33. Rien que ça, j'avais déjà réussi pour des parents qui me regardaient et qui me disaient « Mais putain, mais t'es un bon à rien à l'école, en fait. » Je suis un bon à rien, moi. Donc là, t'as pu prouver... J'avais pris une revanche de ouf. Ouais. Mais sans le dire. Sans le dire, hey, maman, t'as vu ou pas? T'as laissé tes résultats parler d'eux-mêmes. Regarde. Voilà, bon, après, ça m'a causé beaucoup de problèmes avec mes profs. Donc, il y avait plusieurs revanches à prendre comme ça. Et si on se rend compte aujourd'hui avec le recul, c'est toujours facile de parler après. Tu sais, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. Ouais, mais enfin, sur le moment, t'avais que ça. Donc, t'as agi comme ça. Est-ce que, pour le coup, est-ce que tu changerais ne serait-ce qu'une chose par rapport à tout ça ou rien du tout? Non. Alors, tout le monde non, mais dire, je il changerait même pas de s'être drogué comme il s'est drogué. Tu te rends compte de ce qu'il est en train de dire? Eh ben non, je changerais rien. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je serais peut-être pas assis devant toi à parler comme je te parle. Parce que j'aurais pas cette expérience-là. Donc aujourd'hui, je pars du principe, je suis pas croyant. Attention, parce que ça c'est un sujet aussi, c'est comme la politique. Hein. Là, on n'a plus rien le droit de dire, parce que tout est interprété. Donc faut surtout pas sortir les mots de mon contexte. Mais je pense qu'aujourd'hui, la religion fait plus de mal qu'elle fait de bien. Mis à part ceux qui arrivent à la vivre au quotidien de manière constructive. C'est-à-dire que la religion amène quelque chose de positif. Aujourd'hui, je pense qu'on se cache derrière une religion. Je pense qu'on prie juste pour être un bon croyant. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Je pense que d'ailleurs, pour rentrer dans des codes, c'est toujours la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de bons croyants, à mon avis. Mais ça ne regarde que moi. Et j'ai un exemple de bon croyant. J'en ai deux même. J'ai un musulman et un chrétien. Tu vois, c'est pour dire qu'on peut tout mélanger. J'ai 2 personnes loin d'aujourd'hui, donc je suis très proche puisqu'on s'entraîne ensemble. Il se reconnaîtra certainement. Et j'espère qu'il se reconnaîtra. C'est quelqu'un qui m'apporte énormément, avec qui on est en train de faire une belle avancée dans sa carrière. Je suis très fier de l'avoir. Et je vais pas le citer, mais putain, Dieu sait que j'ai envie de le dire. Qui est un énorme exemple, puisqu'aujourd'hui, grâce à lui, on peut parler de spiritualité sans croyance. Et ça, c'est une grande preuve d'intelligence et je le remercierai jamais assez d'avoir des échanges avec moi, peut-être de manière mensuelle, sur des pensées. Mais tout ça pour dire que oui, la descente aux enfers a été cinglante, parce que tu peux être au plus haut de ce que tu es. Et c'est là que tu comprends que la vie est un peu comme un salaire. Tu travailles beaucoup pour que ça rentre très peu. Par contre, il te suffit d'une soirée pour pleurer devant ta carte bancaire. Des choses que tu vas pas forcément contrôler, maîtriser. Et si tu veux, à ce moment-là, en plus de ça, découvrir cette hyper-émotivité, cette hypersensibilité, des mots qu'on a posés sur des malaises depuis des années, a fait que oui, la dépression, le burn-out n'est pas que pour les faibles. Oui, je parlais comme ça. Je riais des gens en dépression. Je me foutais de la gueule des gens qui disaient burn-out. Je me moquais de ces gens-là. Et j'ai été pulvérisé en plein vol, en pleine accélération par ça. Et j'ai frappé le sol, mon frère, mais alors, d'une force où j'ai traversé le premier saut, le fond du deuxième saut, du troisième saut, jusqu'à un moment où j'ai tapé le fond du 10e saut. Et l'alcool et la drogue faisant,
Qu'est-ce qu'il me restait à faire? C'était soit crever là, et puis se dire, voilà, tout ça pour ça. Petit tour de piste, parce que on avait quoi, 35, 37 ans, 38 ans, par là, tu vois. J'en ai 41 aujourd'hui, ouais, 30, 35, 36. Soit à un moment, il fallait rebondir. Et heureusement pour moi, à ce moment-là, sans me rendre compte, dans ma descente aux enfers, je voulais vraiment essayer de stopper, en tout cas, cette chute vertigineuse que j'ai connue. Et j'ai commencé, malgré moi, peut-être sans m'en rendre compte quand je dis malgré moi, à m'entourer de gens positifs et qui m'ont très largement aidé à essayer de tirer sur mes vêtements pour que je frappe de moins en moins fort le 8e saut, le 9e saut. Et peut-être que si j'ai pas tapé aussi fort le 10e saut, ça m'a moins sonné. Et c'est peut-être parce que j'avais des gens positifs autour de moi en me disant « Mais Gaëtan, tu n'es pas que cette merde que tout le monde a voulu dire. Tu n'es pas que ce camé d'alcoolique qui combat dans des caves, qui a été bon, qui a fracassé d'autres mecs, avec des carrières qui méritent pas sans études. » Tu sais, les gens, le monde est mauvais dans ces moments-là. Parce que tu as toujours du monde quand tout va bien. Mais quand tu te pètes la gueule. Et en plus de ça, on a toujours cette faculté, cette grande qualité de continuer à s'entourer aussi de mauvaises personnes pendant la descente aux enfers. Tu vois, c'est un cercle vicieux. Bah ouais, c'était là, quand tu deviens un peu alcoolique, tu deviens drogué, alors t'as forcément les dealers qui deviennent tes potes avec tout ce que tu leur prends. T'as les gars, ils sont toujours là pour venir boire un verre avec toi, parce que comme t'as de l'oseille et t'es en perdition, tu rinces tout le monde. Alors là, t'as beaucoup de copains. Mais c'est des mauvais copains. Par contre, les gens qui te voient te détruire, les gens qui sont bien, il y a que deux possibilités. C'est soit il y en a qui essaient de t'accompagner en te disant « Mais Gaëtan, faut que t'arrêtes », tu vois ce que je veux dire. J'avais des gens qui essayaient de me raisonner, qui m'ont été fidèles et qui sont toujours là aujourd'hui. Et puis t'as des gens qui ont préféré s'écarter de moi parce que je devenais nocif. Et ces gens-là, on peut pas leur en vouloir. Mais ça fait partie de l'hypersensibilité, du côté hyper émotionnel, qui fait que il y a une mauvaise gestion de ses émotions, de ses sentiments. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des guerres pour lesquelles j'étais pas prêt. Il faut aller me taper contre n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Mais même pas pour une somme d'argent, juste par plaisir. Juste par esprit d'adversité. Est-ce que c'était juste pour ça, d'après toi? Ouais, bien sûr. Moi, tu sais, j'aime bien savoir qui est le meilleur. Physiquement, j'ai toujours été comme ça. Je fais partie de ces hommes qui aiment être respectés parce qu'ils sont respectables. T'aimes être reconnu pour ce que tu vaux, en fait, tout simplement. J'aime être reconnu pour ma juste valeur, mais certainement pas me surévaluer. J'ai horreur quand on dit « Ah, mais Gaëtan, t'es génial ». Je suis pas génial. Je suis juste en train de te dire que je parle différemment. Si toi, tu trouves ça génial, c'est ta vision. Même pour moi, je ne suis pas génial. Je te dis juste que je suis comme je suis. Et s'il y a bien une chose qu'on pourra jamais m'enlever, c'est que je suis sans filtre. Quand ça me plaît, je le dis. Quand je suis en désaccord, je le dis. Si on me demande d'étayer pourquoi je suis en désaccord, je donne mon avis. Mais je ne suis pas dans le jugement. C'est-à-dire que moi, j'ai trop subi le jugement pour juger les autres. Donc quelque part, c'est en passant par ça qu'aujourd'hui, tu peux voir ce que ça fait, les conséquences que ça peut avoir aussi de se sentir mis à part. Ouais, exactement. C'est-à-dire la mise de côté, là, moi, je l'ai mal vécu. Surtout pour un gars comme moi qui aime bien prendre position. Position dans sa vie, position pour ses idées, position pour sa famille, position pour ses amis, position pour ses conditions. Moi, je suis un fervent défenseur de respectons tout le monde, en fait. Tu vois, et arrêtons de juger. Il y a pas mal de personnes donc, qui vont nous suivre, qui ont potentiel hypersensibilité, TDAH. Il y a trop de monde qui voit ça comme une fatalité. J'ai tendance à dire que c'est quelque chose que tu peux utiliser pour en faire une force à terme. Si tu connais ton sujet, et voilà. Toi, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu vois ça comme quelque chose qui peut devenir une force, qui peut être utilisé en fait dans ta vie? Bah bien sûr. Comme je te l'ai dit juste avant, hein, moi quand j'ai compris que on avait mis un mot, une explication, une définition, voilà, c'est ça. Ok. Qu'on avait défini ce que je pouvais avoir de qualifié de différent des autres. Et que j'ai compris que c'était quelque chose dont je pouvais me servir pour peut-être aller plus loin que certains avec le peu de bagage que j'avais, mais j'ai plongé dedans tout de suite. Ouais, mais la et on ne peut pas dire que ça n'a pas fonctionné. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand moi, on m'a appris ça, il n'y avait pas des gars comme toi qui font des chaînes YouTube, qui prennent le temps d'expliquer ça. Il fallait voir des médecins, il fallait demander des spécialistes. Donc il faut se battre presque pour savoir ce qu'on est. Et c'est là où c'est pas normal. Encore une injustice. Pourquoi je devrais me battre pour avoir une explication sur ce que moi je suis et que vous qualifiez de différent des autres? Je me suis battu et puis j'ai fait ce test de QI qui a donné un certain résultat. Chez moi, ça développe une très grande empathie. Moi, je suis là pour aider les autres. En fait, si tu veux, il y a aussi une grosse étape dans ma vie. Donc ça a été, comme je t'ai dit, j'ai perdu ma fille en 2015, donc mars 2015. Bon, bah voilà, j'ai perdu mes restaurants et tout. Et en 2018, j'ai eu une très grosse année. Comme je t'ai dit, hein, je suis enfant unique de 6 générations, pas de cousin, pas de cousine. Hein. J'ai eu qu'un oncle. Lié à mon beau-père. Mon beau-père m'a élevé, hein, donc pour moi ça faisait partie de ma famille. Ouais. Mais si tu veux, de manière généalogique, de sang,
Il n'y a pas. Donc j'ai perdu mon père le 9 janvier 2018. J'ai perdu mon beau-père le 6 février 2018. J'ai perdu ma mère le 21 septembre 2018. J'ai perdu mon oncle le 10 décembre 2018 et j'ai perdu mon grand-père le 10 juillet 2019. Un autre gros passage compliqué là. Tu vois ou pas? T'as rebondi. Donc là, en fait, si tu veux, la descente aux enfers avec ma fille amène à 2018 où là, je pique du nez complètement. Ouais. Je traverse tous les seaux. Ah, je suis au fond du seau. Bah non. Bah non. Non, parce qu'il y en a 10 en dessous. Tu vas voir. Et là, je dis, mais putain, mais pourquoi je suis là, en fait, pour vivre toute cette merde? Tu te rends compte? Je me souviendrai toujours du gars au funérarium de Saint-Fargeon-Pont-Thierry en Seine-et-Marne. Donc j'enterre mon père le 9 janvier, mon beau-père le 6 février. Quand j'arrive pour ma mère le 21 septembre, il me dit « Monsieur Lebris, encore vous ». C'est ce que c'est ça? D'avoir vu rentrer les trois dans le four. Et encore vous, Monsieur Lebris, je suis tellement désolé. Même les mecs, en fait, du funérarium, ils savent même plus de comment me parler. Moi, le combattant illégal, moi, l'ancien directeur national, moi, propriétaire de mes restaurants. Alors, ouais, l'alcool, la drogue, ouais. Et là, tu vois tous les gens qui t'aiment te regarder en disant « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas pas te déstabiliser pour ça ?» Mais t'as vécu ça, toi? J'en parle avec beaucoup d'amertume, ça, parce que, tu sais, j'en ai eu des, voilà, qui m'ont dit « Ah, mais pas toi, pas moi. Mais t'es qui, toi? » J'imagine que même aujourd'hui, si tu dois en parler, je pense que c'est avec des personnes qui te comprennent. Tu Moi, vas pas aller en parler, tu vas pas aller échanger de ça avec des personnes qui peuvent pas te comprendre. Alors, bah non, aujourd'hui, ouais. J'en parle avec qui veut bien m'en faire parler, parce que forcément, les deuils sont faits. Et j'ai eu une... D'ailleurs, elle, je vais la citer. Enfin, je vais lui donner que son prénom, puisque bah, forcément, comme je riais de ces gens en dépression, en burn-out, de moi, je suis pas touché, mais qu'est-ce que c'est que ces blessures émotionnelles que vous créez, bande de feignants, vous voulez pas travailler? Je parlais comme ça. Et bah là, à un moment, je me suis dit, putain, je vais crever, quoi. Et je me suis résolu à aller voir une thérapeute, cette thérapeute genevoise, qui s'appelle Céline. Je ne donnerai pas son nom, mais par contre, je reste à la pleine et entière disposition de toutes les personnes qui voudront communiquer avec moi sur cette personne, parce que je donnerai ses références, puisque c'est cette personne-là qui m'a reçu de manière urgente, ou c'est une amie de ma compagne qui m'a donné son numéro de téléphone en disant « Là, Gaëtan, il faut absolument que tu ailles la voir ». Et je me souviendrai toujours que quand je suis rentré dans son bureau, je lui ai dit « Avant de vous parler, il va falloir que j'aille aux toilettes ». Donc elle a tout de suite compris. Et que quand je suis arrivé, elle m'a dit « Bon, maintenant, il va falloir... je vous prends dans l'état que vous êtes ». Et j'ai commencé à lui expliquer ce qui se passait dans ma vie depuis 3-4 ans. Et tu sais même pas, en fait, tu vois, ça me serre la gorge. Donc elle a commencé à marquer tout ce qui allait pas. Elle a tourné la feuille, une page A4, et elle a continué à écrire. Et à un moment, elle m'a arrêté parce que j'étais au bout de la page. Et au bout du recto de la page, elle m'a regardé, elle m'a dit « Monsieur Lebris, je vais vous arrêter. Si tout ça est vrai », elle m'a dit « N'oubliez pas qu'il y a des gens qui se suicident parce qu'ils perdent leur job. Il y a des gens qui se défenestrent parce qu'ils perdent leur job. » Elle m'a dit, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire? Donc, tu as une... Il y a une chose qu'on pourra jamais m'enlever, et j'en ai rien à foutre de ce que penseront les gens, c'est que j'ai une grosse puissance de frappe. Bon, de toute façon, j'ai une bonne droite, mais je parle d'une bonne puissance de frappe émotionnelle. C'est-à-dire que je peux mettre du temps à prendre une décision, mais une fois qu'elle est prise, je ne reviens jamais dessus. Ça m'est arrivé de me séparer de certaines femmes dans ma vie, je ne reviens pas. Quand je quitte une société pour laquelle j'ai travaillé, je ne reviendrai jamais. Jamais. Et je pense qu'à un certain moment, quand j'ai pris cette décision de faire confiance à cette femme-là, qui a réussi à me regarder en me disant « Monsieur Lebris, je vous arrête, mais à un moment, il faut que vous compreniez qu'il y a des gens qui se suicident parce qu'ils perdent leur job. » Et que là, on en a 2 pages à 4. Vous pouvez aller aux toilettes. Faites ce que vous avez à faire, revenez on peut en parler. Mais elle m'a dit, venez, on continue. Je me souviendrai toujours, j'étais la voir pour 1 heure, elle a annulé tout le reste de ses rendez-vous, je suis reparti, c'était 19h. Elle m'a gardé avec elle. Elle a réussi à voir que et cette femme m'a dit, mais vous êtes dans la merde et c'est normal. Donc oui, la drogue, oui, l'alcool, mais vous vous rendez compte, mais bien sûr. Et j'ai fait des compétitions comme ça. Il y a des médailles derrière, là. Il y en a certaines que j'ai eues dans des états de santé catastrophiques. Ça m'a pas empêché de performer, de faire des champions et vice-champions. Donc il y avait quand même une soif de vivre, une envie de pas en rester là, mais de m'auto-détruire parce qu'il y avait une incompréhension de pourquoi je devais assumer tout ça. Ça a été grâce à Céline, en partie, et puis surtout de se dire, tiens, il faut que je me concentre sur quelque chose. J'ai un projet social maintenant avec mon professeur de jiu-jitsu brésilien à Natal pour des enfants, pour des femmes qui sont victimes de viols conjugaux, qui a donné un autre sens à ma vie. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que l'argent ne faisait vraiment pas le bonheur. C'est-à-dire que de courir après mes salaires de directeur national et international,
qu'aujourd'hui, je suis très fier d'avoir cette structure. Et je suis très fier aujourd'hui d'avoir abandonné une partie de ma vie, qui a été une très belle partie de ma vie, c'est-à-dire la restauration professionnelle, pour ne me consacrer que à ma vie professionnelle sportive d'athlète, puisque j'ai réussi à avoir une licence sportive professionnelle par la suite, puisque j'ai soigné mes problèmes de drogue et d'alcool, et de me consacrer qu'au sport et au partage de cette expérience de vie que je pense quand même bien remplie pour un homme de 40 ans. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis, j'ai l'impression d'avoir vécu 26 heures sur 24 toute ma life. C'est ce qui te convient. Bah ouais, parce que si aujourd'hui je suis pas débordé, je m'ennuie. Ouais. Ça fait partie du haut potentiel, si jamais. T'as toujours besoin de faire quelque chose, d'être toujours. en activité. Ah bah ouais, moi je peux pas partir en vacances 15 jours sur une serviette là. Ça C'est le fait possible. pas. Ah bah non, on va se battre dans l'hôtel. Tu peux pas me cantonner là-dessus, ça va pas. Ok. Aujourd'hui, Ouais. comment ça se passe, Gaëtan? Avec ta structure, avec l'association, avec tout ça, est-ce que tu trouves un équilibre? Ouais, carrément. Après, tu sais, hein, des grosses embardées comme ça, comme j'appelle, des gros dérapages incontrôlés. Ce serait comme une Formule 1 qui a pas pris le bon virage au bon moment, qui a pas respecté le point de freinage. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai eu des pilotes Ferrari que j'ai entraînés, c'est pour ça que j'en parle, le point de freinage. Tu vois. Mais tu te loupes dans le virage, bah, je veux dire, aujourd'hui, tu fais pas le même chrono. Donc je pense que si j'avais pas vécu tout ça, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. On sait pas si j'en serais mieux ou j'en serais moins. En tout cas, j'en suis où j'en suis. Et j'ai appris à apprécier chaque instant, à respecter chaque instant pour ce qu'il est. Et ouais, je suis heureux comme je suis heureux aujourd'hui. Je me pose pas la question est-ce que j'aurais été plus heureux si... J'ai arrêté de me bouffer le cerveau avec ça. Par contre, une chose est sûre, c'est que j'aimerais bien que demain soit plus productif qu'aujourd'hui. Productif dans quel sens? Bon pour les gens, bon pour le reste du monde, pas forcément bon pour mon compte bancaire. Et tout ça pour te dire que ouais, quand tu vis tout ça, bah après tu prends du recul et tu te dis bon bah voilà, maintenant il me reste mes enfants, j'ai la chance d'avoir mes deux grands-mères, paternelle et maternelle. Parce que ça aussi c'est un lourd moment, hein, d'aller regarder tes grands-mères en leur disant qu'elles viennent de perdre leurs enfants. Ah, ma grand-mère. C'est bien la mère de ma mère. Quand tu vas la voir et tu lui dis que sa fille, elle est morte. Attends, moi je l'ai fait avec le père, le beau-père et tout le bordel. Hein. La même année. Avec le mec qui te regarde, je lui dis, encore vous, monsieur Lebris, ça va aller? Ça pique, moi je l'ai vécu comme je l'ai vécu. Tout le monde pourra dire, ah, mais tu te rends compte. Non, moi je l'ai vécu comme ça et ça a été très compliqué. Et en fait, ça n'a pas révélé le fait que je sois hypersensible au potentiel, hyper émotionnel. Ça a révélé la profondeur de tout ça. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas touché le fond. Parce que je suis d'une empathie monstrueuse. Je fais peut-être confiance trop vite aux gens. J'ouvre peut-être trop vite ma salle. Tu penses que ça te je joue m'en des fous, tours en fait. aujourd'hui? Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, trop bon, trop con, moi j'y crois pas. Hein. Tu sais, être gentil, c'est pas un défaut. Hein. À la base. C'est le con qui abuse de la gentillesse des gens et je changerai pas. Parce que moi, je suis gentil. Jusqu'au moment où tu me prends pour un con et là, je t'éclate. Mais il faut quand même un grand laps de temps pour que je me rende compte de ça. Beaucoup de gens me disent, Gaëtan, putain, mais merde, tu vois pas qu'ils se foutent de ta gueule? Ah, je dis, moi, je le sens pas comme ça. Mais tu sais, si je sentais tout bien... T'as pas de regret aujourd'hui? Aucun. Alors, je dis pas que ça me fait pas chier. Bien sûr. Mais j'ai pas de regrets. De regrets profonds, non, j'en ai pas. Bon, non, si on fait les choses pour les regretter... Déjà qu'il y a des fois, on a des regrets de pas le faire. Ouais. Alors si en plus, on commence à regretter quand on fait un truc, putain, le monde tourne à l'envers. Très bien, Gaëtan. As-tu 3 conseils à donner aujourd'hui au Gaëtan qui aurait 18, 19 ans, qui se chercherait un peu, qui réussirait à rien et qui aurait l'impression que toute sa vie va être ainsi? J'aurais 3 phrases à lui dire. Parce que tu sais, moi j'aime bien les dictons, j'aime bien les phrases. Et celles-ci, c'est pas des choses que j'aurais reprises, c'est vraiment des choses que je partage au quotidien. Avec tous les gens que j'entraîne, les gens que je peux rencontrer. C'est vraiment 3 phrases qui sont très importantes ici. C'est que le ciel a toujours de plus grands projets pour toi que tes propres espérances. Ça, c'est la phrase numéro 1, vraiment. Ok. Je la partage avec vraiment le maximum de personnes que je peux rencontrer, qui me font confiance et qui s'entraînent avec moi. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de grandes réalisations sans de grandes concessions. Il faut savoir qu'il faut concéder des choses, il faut sacrifier des choses, il faut tenter des choses. Il y a des fois, ça passera pas. Et c'est pas pour ça que t'es un abruti. Au contraire, t'as une grosse perte de couilles d'avoir tenté et que ça passe pas et de refaire autrement, parce que si tu continues à faire toujours le même calcul, tu auras toujours le même résultat. Et je pense que le résultat est toujours à la hauteur du sacrifice. À un moment donné, ça va payer. C'est les 3 C'est phrases pas tout de suite. Sois patient. Ouais. La patience est reine des vertus. Celle-là, elle est pas de moi, mais les 3 premières, je te jure qu'elles sont de moi. C'est-à-dire que voilà, le ciel a toujours de plus grands projets pour toi que tes propres espérances. Il n'y a pas de grandes réalisations sans de grandes concessions. Et le résultat sera toujours à la hauteur de vos sacrifices. C'est écrit sur le mur là-bas. Et voilà. Génial. Écoute, Gaëtan, je te remercie encore. Je suis sûr que les personnes qui vont regarder cette interview vont apprécier ton authenticité dans ce que tu as dit, même s'ils ne sont pas d'accord avec tout ce que tu as pu dire. J'ai aucun problème à ce que les gens soient en désaccord avec moi. Tant mieux d'ailleurs. Si on était tous d'accord, on se ferait royalement chier.
D'accord. Bah écoute, merci Gaëtan. Pour les personnes qui arrivent à ce moment-là de la vidéo, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez retrouver Gaëtan, on peut le retrouver sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram, ou One More Stop Training pour ta salle. Voilà, exactement. Gaëtan _LBRS pour mon compte privé, et puis TikTok, Gaëtan Lebris. Ok. One More Step. Voilà. Il suffit juste de taper Gaëtan Lebris, on trouve tout de suite sur TikTok. S'il y a des personnes qui se retrouvent un peu dans ton parcours, qui se disent qu'elles aimeraient bien te rencontrer, elles peuvent m'écrire sur mon compte privé, Instagram. Ça, j'essaye en tout cas encore d'être le plus réactif et disponible possible. Après, c'est vrai que les réseaux sociaux augmentent de plus en plus avec la visibilité qu'on nous donne aujourd'hui. Je remercierai jamais assez Greg MMA, Biomécanique, Rob, Brutix, de nous avoir donné la chance de pouvoir nous exprimer, puisque les gens comme nous, on ne nous donne pas notre chance à la base. On préfère s'intéresser aux gens qui, soi-disant, réussissent dans une société qui est pourrie, en fait. Donc, je suis très content que toi aussi, tu m'aies donné cette chance. Et comme tu as pu le voir, pour moi, peu importe la grandeur du média, ce qui est important, c'est la véracité de la communication qu'on a. C'est ça qui est important. La qualité de l'échange. Et pour moi, ça n'a pas de prix. J'ai été aussi heureux de faire cette interview avec toi que j'ai été content avec Biomécanique ou Rob. Donc voilà. Et il n'y a pas de grand ou petit. Avec des gens qui avancent. Bah, c'est une très belle fin de vidéo. Et voilà. Écoute, je te remercie Gaëtan. À la prochaine.